Bienvenue dans la saison 4 de La Folie des Hauteurs. Je m'appelle Lionel Cariou et je vais vous raconter des histoires de montagne, des histoires vraies qui, vous allez l'entendre, dépassent l'imagination. La Folie des Hauteurs est un podcast de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier. Février 1971, deux alpinistes sont bloqués depuis plusieurs jours sur la gigantesque paroi des Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc. Bloqués à 4000 mètres d'altitude et en plein hiver, à moins de 100 mètres du sommet. René Desmaisons est pris au piège, trop épuisé pour continuer à monter. Pour son compagnon Serge Gousseau, il est déjà trop tard. Les jours passent et toutes les tentatives de secours se révèlent vaines en raison du mauvais temps, à cause du vent surtout qui malmène les hélicoptères. Et voici qu'une Alouette 3, venue de Grenoble, parvient à se poser sur la crête sommitale à la surprise générale. Celui qui tient le manche s'appelle Alain Frébeau. À ses côtés dans le cockpit, Roland Pin, le mécanicien. Grâce à sa dextérité et à une part de chance aussi, l'équipage va débloquer la situation et permettre le sauvetage de René Desmaisons qui vient de passer 342 heures dans les Grandes Jorasses. En ce lundi 15 février 1971, deux petits points minuscules progressent sur l'immense face nord des Grandes Jorasses. Une paroi de 1200 mètres de hauteur qui, à cette période de l'année, en plein hiver, ne voit jamais le soleil. Les températures y sont polaires, surtout la nuit. Oui, parce que la cordée a déjà passé 4 nuits dans cette face nord, simplement protégée par une toile de tente directement rabattue sur les sacs de couchage. Malgré la difficulté de l'itinéraire et les conditions météo difficiles, le moral est plutôt bon et les deux hommes ont déjà grimpé les 2/3 de la directe de l'éperon Walker, dont ils essaient de réaliser la toute première ascension. Une voie encore jamais parcourue donc, et tentée en plein hiver. Attention, Pierre! Rien de cassé, heureusement, du côté des grimpeurs. Mais la chute de Pierre vient d'endommager 2 des 3 cordes qu'ils ont emportées. Pas de quoi les décourager cependant. De toute façon, désormais, la retraite est impossible, comme l'explique l'un des deux alpinistes par liaison radio. Il est impossible de redescendre. Nous risquerions de penduler dans le vide si nous voulions entreprendre la descente en rappel. Alors, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il nous faut sortir par le sommet. Sortir par le haut, voilà donc la seule option possible. La voix que vous venez d'entendre est celle de René Desmaisons, la grande figure de l'alpinisme à l'époque. J'ai demandé à Antoine Chandelier d'en dresser le portrait. Antoine, journaliste au Dauphiné Libéré, longtemps correspondant à Chamonix, a écrit une biographie de René Desmaisons intitulée « La montagne en direct ». En 71, oui, c'est le professionnel de l'alpinisme. C'est lui qui, de manière décomplexée, le premier, on peut dire, il y a eu un petit peu Lionel Terré avant, mais lui a affirmé ça encore plus, a décidé de vivre de la montagne. C'est-à-dire qu'il est payé par des marques, il est conseiller technique, mais aussi il vend des reportages, il s'en cache pas. Et puis il exerce le métier de guide où il fait comme il est très très fort, il fait des ascensions assez sérieuses avec des clients. Mais il vit exclusivement de la montagne, un petit peu comme les marins, c'est un peu son modèle. Voilà. Il est avant tout connu déjà pour un secours, celui des Drues en 66, où il participe avec fracas d'ailleurs, et ce qui lui vaut une éviction de la compagnie des guides de Chamonix, puisqu'il n'était pas autorisé à participer à ce secours qu'il a fait avec une cordée concurrente des guides de Chamonix. Il est connu pour ça, il est connu pour des coups médiatiques, la première de la paroi du Linceul, une grande pente de glace et de neige dans cette face nord des Grandes Jorasses, retransmise en direct sur RTL, donc déjà des coups médiatiques. Et puis il est connu aussi parce que en 66, il participe à une opération avec l'ORTF. Le but de cette opération, c'est d'essayer d'effectuer un reportage sur l'accident du Boeing 707 de la compagnie Air India, d'essayer de retrouver quelques débris, d'essayer de remonter jusqu'au point d'impact de l'accident de cet avion. Vous ne le voyez pas sur ces images, le Mont Blanc est en face de vous avec son chapeau de nuages et ils sont environ à 45 km à vol d'oiseau derrière le bloc rocheux du Mont Blanc. Nous allons essayer, Pierre Leroux, d'entrer en contact avec cette équipe et particulièrement avec l'équipe de pointe, l'équipe de René Desmaisons. Là, c'est René Desmaisons, détective Sherlock Holmes, qui veut tenter de prouver qu'il y a eu un crash
un crash d'un avion d'Air India avec beaucoup de morts, et lui veut prouver avec des journalistes de RTF que c'est pas une fatalité cet accident, c'est pas l'avion qui s'est écrasé pour une défaillance de pilote, mais c'est que l'avion aurait percuté un autre avion militaire. Voilà. Donc il va sur les traces dans cet endroit très escarpé du versant ouest du Mont Blanc pour essayer de trouver des pièces du puzzle, ce qui pense être les éléments d'un avion extérieur, un avion militaire. Voilà. Donc il y a plus que par ces grandes ascensions qui vont intéresser le milieu. Dans l'opinion, il est connu pour ses coups. Voilà, donc de Maisons, mais il plaît aux médias, il plaît, et puis parce que c'est un personnage, il a des choses à raconter, c'est un alpiniste de testostérone, il est toujours dans le combat, dans l'adversité aussi, il aime bien avoir des ennemis quand même, hein, voilà. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui sait parler de la montagne, et qui plaît, qui est dans la séduction, et puis qui est très très fort aussi. Il se caractérise par sa résistance hors du commun. Et c'est aussi le problème qu'il aura, c'est que il va peu à peu, au fur et à mesure de ses exploits, il aura du mal à trouver des gens qui ont sa force, qui le suivent, et puis aussi qui acceptent d'être un peu dans l'ombre de Maisons, parce qu'il aime bien avoir tous les lauriers quand même, quoi. Il est professionnel de l'alpinisme, il faut que ça lui rapporte, il vit de ça. Voilà. Pour cette ascension de la directe de la pointe Walker dans la face nord des Grandes Jorasses, Desmaisons a choisi comme compagnon de cordée Serge Gousseau. Gousseau a 24 ans et comme son aîné, il est guide de haute montagne. C'est donc lui aussi un professionnel. Originaire de Touraine, le jeune alpiniste est un virtuose de l'escalade rocheuse. Mais il a, c'est vrai, assez peu d'expérience en ce qui concerne les ascensions hivernales. Malgré tout, les premiers jours se déroulent sans encombre et la cordée progresse petit à petit sur cette grande paroi de granit. Pourtant, la machine va bientôt se gripper. Le mardi 16 février, lorsque les deux hommes se réveillent, la montagne est toute blanche. En tête, René Desmaisons doit dégager la neige du rocher pour planter ses pitons à grands coups de marteau. La journée est éprouvante, mais le sommet se rapproche. Le mercredi 17 février, les vivres s'épuisent, le talkie-walkie tombe en rade. Mais surtout les mains de Serge Gousseau commencent à geler. Le drame des Jorasses est en train de se nouer, comme le racontera Desmaisons 6 semaines plus tard, dans une célèbre émission de radio. Radioscopie, René Desmaisons, Jacques Chancel. Vous étiez condamné à rester à cet endroit. Il fallait sortir coûte que coûte, la seule chance. À partir du moment où c'était le 7e jour, tout allait mal, il fallait sortir coûte que coûte vers le sommet. Il n'y avait pas d'autre solution. Et le sommet était à ce moment-là à quelque chose comme 250 mètres. Vous comprenez, la solution, c'était le sommet. On a essayé de couper au plus court, de rejoindre sur la gauche une arête qui paraissait plus proche, ce n'était plus une directe, mais on voulait s'échapper par cette arête, rejoindre l'arrêt des Hirondelles, mais c'était impossible parce que ces passages sont des passages imbriqués, verglacés, beaucoup plus difficiles que la directe. L'itinéraire, le rocher, si on peut dire, la morphologie du rocher nous conduisait toujours vers le centre, et c'est ainsi que nous sommes arrivés à 90 mètres sous le sommet des Jorasses. Et pendant 2 jours, avant ce dernier emplacement de bivouac, pendant 2 jours, Serge avait ses mains complètement gelées, ne pouvait plus rien faire, ne pouvait plus dépitonner, rien faire. J'ai dû l'aider à monter, le tirer, etc. Et lorsque nous sommes arrivés à ce dernier emplacement de bivouac, il m'a dit « Je ne peux plus continuer, c'est fini, il faut qu'on vienne nous chercher là. » C'est toujours le silence dans les Grandes Jorasses. Hier encore, un pilote a tenté de repérer Desmaisons et Gousseau qui ont entrepris l'ascension par la face nord, sans succès. Le vent soufflait avec violence et le Piper n'a pas pu s'approcher de la paroi rocheuse. Depuis mardi, le talkie-walkie de la cordée est silencieux. Madame Desmaisons est inquiète, elle l'a dit à Robert Charlet. Quand cet appareil s'arrête comme ça brusquement et qu'on n'a plus rien, on imagine tout de suite des choses terribles. Et l'hélicoptère a eu la gentillesse de survoler la paroi mercredi. Et mercredi, il les a vus à 200 mètres du sommet, à peu près, dans un truc difficile, très, très difficile, alors très long. Ensuite, il y a eu une journée de beau temps. Et puis le mauvais temps s'est abattu depuis hier, aujourd'hui. Voilà, on est dans le mauvais temps et on attend. On ne sait rien maintenant. Je suis inquiète. Bien sûr que je suis inquiète. Le vendredi 19 février, la cordée est parvenue à gagner encore quelques dizaines de mètres. Un nouveau bivouac est installé sur une dalle inclinée, la 8e nuit dans la paroi. À partir de ce moment-là, ils ne progresseront plus, ils ne pourront plus progresser. Pourtant, le sommet est là, tout proche, 80 mètres au-dessus. Le samedi 20 février à 11h, un hélicoptère parvient à s'approcher à une 40aine de mètres des alpinistes.
Même chose le lendemain, le dimanche 21 février. Alors à ce moment-là, la grande question c'est pourquoi ne donne-t-il pas l'alerte ? Antoine Chandelier, dans son livre, a raconté ces instants décisifs. Tout le cœur du problème est là, c'est que les nombreux secouristes qui vont succéder à l'intérieur de ces appareils, il n'y a pas que des guides de Chamonix avec qui il a un contentieux par rapport à 66, il y a aussi des gendarmes. Et tous les témoins disent que les signaux réglementaires de l'appel au secours, c'est-à-dire qu'on fait 6 battements des 2 bras en même temps de haut en bas à la minute, il ne les a pas faits. Donc lui-même, après le drame, aura plusieurs versions. Voilà. La vérité, c'est qu'il n'a pas envie d'être secouru. Pour lui, c'est l'humiliation. Il est à 80 mètres du sommet. Il ne veut pas les faire. Alors il dit qu'il les a fait d'un bras, il les a... Là-dedans, il y a une espèce de lapsus gestuel, on appelait ça, ce qu'il les fait moyen. Et puis, dans l'esprit des secouristes qu'il survole, il a tellement habitué à faire des ascensions comme ça, dans le mauvais temps, à faire durer. Le linceul, c'est pareil. Le linceul, pourtant, qui a une ascension beaucoup plus courte que la directissime. Il a mis une semaine. Il y avait aussi un peu de mauvais temps, on faisait durer. Donc il a tellement habitué à ce scénario que dans l'esprit des secouristes, il fait du de maison. Donc il n'est pas forcément en danger, sauf qu'il y a quand même Serge Goussot qui est allongé à côté sur la vire et puis qui au bout d'un moment ne bouge plus. Est-ce qu'il a eu pris conscience que Serge Goussot allait mourir ? Non, voilà, mais sauf que lui, il est pris dans l'exaltation de sa tentative de première, il veut aller jusqu'au bout, peut-être qu'il se ment à lui-même et qu'il ne veut pas voir que Serge Goussot est à bout et qu'il faut déclencher les secours. Puis aussi, s'ajoute le fait qu'on est quand même dans une paroi à 4000 mètres, on n'a pas les mêmes facultés de raisonnement que quand on est bien au chaud, chez soi, dans son chalet, au coin du feu, quoi. D'après le récit de René Desmaisons, Serge Goussot s'éteint le lundi 22 février. Ce jour-là, dans la vallée, les opérations de secours sont officiellement lancées à 11h du matin à la demande de Simone Desmaisons. Commence alors le balai des hélicoptères entre la DZ, la base aérienne de Chamonix, et les Grandes Jorasses. Mais le mauvais temps, le vent surtout, les repousse sans cesse de la paroi. Le mardi 23, nouvelle tentative et nouveaux échecs. Le vent souffle à 100 km/h. Le mercredi 24 février, le vent se renforce encore, 120 km/h. Immobile sur la paroi, René Desmaisons fait fondre des morceaux de glace dans sa bouche. Il n'a plus rien à manger depuis longtemps et pense que pour lui aussi, la fin approche. Madame Desmaisons, pendant ce temps, espère encore que son mari sera récupéré vivant. Écoutez ce qu'elle a dit à Jean Pézieux. J'ai espoir, parce que je sais que mon mari actuellement sait qu'on est là. C'est un être fort et il doit lutter pour sa vie, comme nous luttons nous ici pour la sienne. Le 24 février au soir, René Desmaisons commence à sombrer dans la folie, alors que débute sa 14e nuit dehors. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, il sera sauvé. Jeudi 25 février, à 7h25, un gros hélicoptère Puma décolle à nouveau de Chamonix, mais les rafales l'empêchent de s'approcher des naufragés. Aux commandes, Jean Boulet, célèbre pilote d'essai. Il y a eu une petite accalmie, mais ensuite le vent est remonté. Et actuellement, il est absolument impossible, quel que soit le type d'hélicoptère, quelle que soit l'expérience du pilote, à mon avis, de se poser là-haut. Mais toutes ces expériences ont servi à définir la méthode optimale. Et je pense, bien d'accord avec les pilotes de la protection civile et de la gendarmerie, que la bonne solution, c'est 2 Alouettes 3 qui emporteront chacun 2 guides et leur équipement et qui se poseront juste l'une derrière l'autre au petit col qui se trouve entre les 2 pointes, Walker et Wimper. Il faut que le vent diminue un peu. Alors que Jean Boulet répond aux journalistes sur la piste d'atterrissage de Chamonix, une 3e Alouette est en route. L'hélicoptère a décollé du Versou, près de Grenoble, à 120 km des Grandes Jorasses. Ce matin-là, le pilote de la sécurité civile, Alain Frébault, et son mécanicien, Roland Pin, sont de permanence. Les ordres, c'était de se rendre à Chamonix en renfort de tous les hélicos qui étaient là-bas. Voilà. On ne savait pas trop ce qui se passait là-bas puisqu'on rentrait de congé. Roland Pin, que vous venez d'entendre, a aujourd'hui 87 ans et il vit en Bretagne, loin des Jorasses. Le 25 février 1971, ce mécanicien expérimenté inspecte l'appareil, le sort du hangar. Roland Pin prend place à bord. Alain Frébault, lui, empoigne le manche.
9h10, l'hélico décolle. Mais plutôt que d'aller directement se poser avec les autres hélicoptères à Chamonix, côté nord des Joras, l'équipage effectue une reconnaissance à proximité immédiate de la montagne, par le versant sud, côté italien, où visiblement les vents ne sont pas les mêmes. Comme ils étaient pris par des rabattants au côté nord, nous au côté sud, théoriquement, on devrait avoir des ascendants. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis là, ça se passait bien parce que on n'était pas trop sensible au vent, on continuait, puis on est arrivé au Joras, on a cherché à repérer de maison avec l'autre alpiniste. Et puis on a tournicoté un peu tout autour, et puis donc on les a aperçus, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on les a aperçus, et puis d'un seul coup on s'est pris un goulet, et là par contre, là c'était difficile, là ça a été difficile, on était chahutés, et c'est là que moi j'ai dit à Alain, je vais changer de place. De la place copilote, je me suis mis à la place passager. Parce que la loi de 3, il y avait 3 places devant. Il y a une place passager à gauche, copilote au milieu, pilote à droite. Donc moi, de copilote, je suis passé à passager et j'avais une visibilité à gauche, en face, j'avais une bonne visie pour qu'Alain, et avec la visie de droite, c'est tout, il ne voyait pas à gauche, lui. Et je dis, Alain, oh là, il y a une brèche là, on pourrait peut-être essayer de se poser là. Donc il a fait un demi-tour pour regarder ce que je voyais, puis il me dit effectivement on va essayer de se poser là. Et là ça marchait bien, on s'est bien posé là. On était en vol stationnaire un bon moment avant qu'on appuie, et ça s'est pas passé quand même facile. Il y avait des petits coups de vent qui arrivaient, le vent arrivait par rafale, parce que ça faisait un goulet. Mais on a réussi à poser complètement là. Puis une fois posé complètement, on s'est regardé, et puis Alain me dit on peut pas faire autre chose, hein. Ils vont se poser là, et puis voilà. À Chamonix, sur la base hélico, c'est à la fois l'étonnement et le soulagement, car cela fait 4 jours maintenant qu'on essaie en vain de se poser là-haut. Où en est-on maintenant? Envoyé spécial là-bas pour information première, François Cornet en direct de Chamonix. J'ai avec moi les 2 pilotes de la protection civile qui, les premiers, ont réussi à se poser. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, nous avons été alertés à Grenoble par la préfecture de la Savoie pour nous rendre à Chamonix pour essayer d'aider au secours. Durant le voyage pour arriver à Chamonix, nous avons fait une tentative pour nous poser sur le sommet de la pointe des Grandes Joras. Nous n'avons pas réussi. À la deuxième tentative, nous avons réussi à nous poser dans un petit col qui est 100 mètres environ en dessous de cette pointe. Et à partir de là, ça s'est passé assez normalement. À partir de là, donc, les autres hélicoptères ont pu faire leur rotation en empruntant le même chemin. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Alain Frébault dans l'une de ses rares interviews. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pilotes d'hélicoptères, c'est pas forcément des alpinistes, hein, donc c'est des spécialistes de l'aérologie, du vol. Donc Alain Frébault, il est quand même à la sécurité civile dans le Versou. Il a fait quand même des opérations dans l'Oisan, dans les écrins. Donc il connaît quand même le vol en montagne. Hein, c'est pas un débutant. Hein, donc voilà. Mais effectivement, il arrive, c'est lui qui va provoquer le dénouement, quoi, qui va dénouer la situation. Bon. Il faut voir aussi que les conditions étaient peut-être plus les mêmes, que ça avait évolué, et puis qu'il a aussi bénéficié de l'expérience de ceux qui avaient échoué avant. Hein. Voilà, mais ça aussi, ça va être un autre élément que de Maison va utiliser pour sa défense. On disait, oui, tous les autres n'y sont pas arrivés, lui est arrivé, comment ça se fait voilà. Alors pourquoi? C'est parce que c'est un pilote exceptionnel ou parce qu'il a eu de la chance? Je pense qu'il y a les deux, plusieurs paramètres. C'est que la météo en montagne, elle change beaucoup. La météo de ce jour-là est plus la même, l'aérologie est plus la même. Et puis après, il est très fort aussi. Hein. Mais ce jour-là, il y a quand même plusieurs hélicoptères qui vont poser les secouristes. Hein. Donc voilà. À 11h du matin, ce jeudi 25 février 1971, 5 secouristes sont déposés à la Brèche, vers 4000 mètres d'altitude. Ils remontent en crampons les 100 mètres d'arête qui les séparent du sommet de la pointe Walker, où ils installent un treuil. Le guide de Chamonix, Gérard Devoissou, s'attache au câble et descend dans la face nord. Au bout de 80 mètres, il rejoint l'alpiniste en perdition. René Desmaisons est très affaibli, mais il est vivant, secouru in extremis. Une nuit de plus dans cette face,
et il serait mort. C'est une certitude. Ce drame va susciter la polémique. À des maisons, on reproche de ne pas avoir clairement appelé à l'aide. L'alpiniste, lui, accuse les responsables locaux des secours d'avoir trop attendu. J'ai perdu espoir à un moment parce que quand j'ai dit bon, il fait beau temps, personne ne vient, j'ai dit bon, c'est terminé. J'étais conscient de mon affaiblissement d'heure en heure. René Desmaisons, de nouveau dans l'émission Radioscopie, en octobre 1979. Je connaissais des gens qui étaient morts un peu de façon identique et tout, et je savais que j'allais partir, quoi. Mais d'abord, ce qui avait d'épouvantable pour moi, c'était de savoir que j'étais si près de la vallée. Vous voyez, ça m'arriverait aux Andes, dans une montagne lointaine, c'est pas la même chose. Mais quand on sait que là, à vol d'oiseau, à 10 km, vous avez votre chalet, vous avez votre famille, qui est en bas, qui fait beau temps et tout, et vous êtes accroché dans une paroi en haut, il fait beau temps et vous allez mourir. Il y a quelque chose d'inconcevable. Quelque chose d'inconcevable, quoi. Alors, une sorte de révolte, et puis après on dit, bon, ben, ça y est, quoi, il faut l'accepter, quoi. Alors, s'il n'y a pas eu ce brave Alain Frébeau qui est parti de Grenoble avec son hélicoptère sans autorisation pour se poser au Joras, eh ben, je restais là-haut. Je n'oublierai jamais Alain Frébeau, ça jamais. Il peut savoir que s'il a besoin de moi pour quoi que ce soit un jour, il sait que je suis là. Vous partez tout de suite, là? Ah oui, tout de suite, je laisse tout pour partir, là. Croyez-moi. René Desmaisons est retourné sur la face nord des Grandes Jorasses en hommage à son camarade disparu. En février 1973, avec 2 compagnons, il a achevé l'itinéraire entrepris 2 ans plus tôt avec Serge Gousseau. Le trio a mis 1 semaine entière. En février 2023, les guides et alpinistes Benjamin Védrine et Léo Billon l'ont escaladé en un peu plus de 9 heures, une performance hors norme. Le signe aussi que la voie Gousseau-Desmaisons reste un mythe et qu'elle continue d'inspirer la nouvelle génération de grimpeurs. René Desmaisons s'est éteint en 2007 à l'âge de 77 ans. Quant à Alain Frébeau, il est mort 4 ans plus tard, à 80 ans. Le pilote avait pris sa retraite en 1987 après 4000 heures de vol en hélicoptère et 750 secours en montagne. C'était l'Alouette des Jorasses. La Folie des hauteurs est un podcast original de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag. Récit Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier. Si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de la série, abonnez-vous sur votre plateforme préférée.